Bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous allons donc tout de suite enchaîner avec une deuxième session sur le thème digitalisation des achats, préparer sa feuille de route 2022. La parole à Cédric Guillouet, directeur du conseil chez Oxalis, et Vincent Martegout, associé chez Axis Consultants. C'est à vous, je vous laisse la parole. Bonjour et merci à tous. Bonjour à tous. Bienvenue Vincent. Merci Cédric. Très content de te recevoir chez Oxalis. Alors, on va se présenter rapidement. Moi, je suis en charge du consulting, comme c'était précisé. Comme je dis souvent, j'ai une triple casquette, conseil achat et conseil métier et système d'information. J'ai la chance en fait d'avoir une triple casquette avec moi, donc on vous aurait, pour vous servir pendant ces 30 minutes, 6 casquettes orientées aussi bien conseil, SI et métier. Donc Vincent, je te propose de te présenter. Ouais, rapidement, donc moi j'ai 18 ans d'expérience dans la fonction achat, j'ai été acheteur, j'ai eu tout un tas de casquettes opérationnelles avant de passer en conseil en management, avec des missions d'organisation, de transformation autour de la performance des achats, le lien avec les autres fonctions de l'entreprise, et qui dit transformation aujourd'hui, dit digitalisation. Donc rapidement, pour faire le pitch entre guillemets d'Oxalis, puisqu'on parle de digitalisation, donc on va parler un petit peu de solutions aussi. Oxalis est un éditeur achat, suite achat, avec aussi bien un équipement de la partie amont source to contract que aval purchase to pay, et puis quelque part l'ensemble de la gestion des supports, que ce soit la relation fournisseur ou le pilotage des achats. Donc aujourd'hui, en fait, on a une centaine de clients, près de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis effectivement une présence internationale qui se développe avec notamment des nouvelles entités qui sont ouvertes en Afrique du Sud et en Italie. Quelques mots sur Axis. Donc, on est aujourd'hui 210 consultants. On fait à peu près 28 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. On est globalement organisé en 5 practices sur la maison mère. Donc, il y a l'équipe achat à laquelle j'appartiens, c'est 50 consultants. J'en toucherai un mot juste après. Il y a la transformation de la fonction finance, les fonctions digital marketing et commerce. Et on a 2 BU transverses, la BU data, qui va assurer des programmes classiques data sur comment je structure, comment je gouverne ma data, mais aussi sur des usages de comment je valorise ma data, comment j'en tire parti auprès de mes parties prenantes, internes comme externes. Et on a une BU Change qui a également une grosse activité. Le principe d'Axis, c'est de dire, OK, les processus, l'organisation, la digitalisation, c'est bien, mais à un moment, l'adoption va être la clé dans tous les ROI des différents projets. Donc, on a une vraie expertise en matière de change. Et puis, je ne parle pas que de formation. Il y a toute l'ingénierie pédagogique, il y a toute la production de contenus digitaux aussi pour rendre virale cette transformation. Donc, voilà, une équipe, une cinquantaine de personnes qui travaillent là-dessus et qui nous accompagnent en fait sur tous nos projets. On a une filiale qui est dédiée à l'optimisation du travel et des notes de frais, c'est Axis Odyssey. Et puis Neosite, qui est notre filiale dédiée à SAP et qu'on a également régulièrement sur nos projets pour tous les clients qui sont dans une réflexion de transformation achat avec un contexte de RP en parallèle. Merci Vincent. Donc, pour démarrer, effectivement, on va démarrer sur nos convictions, donc éditeurs et conseils, quelque part, qui sont assez complémentaires en général. L'apport de NAMOA, puisque c'est important, nous, éditeurs, effectivement, de voir un client qui est parfois accompagné et du coup, c'est important de comprendre les enjeux de cet accompagnement. Et quand il n'est pas accompagné, de comprendre quels sont les besoins d'organisation pour ce client-là. Donc ça, c'est super important parce que ça nous aide. Ce qu'il faut retenir, on reviendra en conclusion là-dessus. Alors évidemment, on part un tout petit peu de la sortie de la pandémie. Alors si on peut parler d'une sortie de pandémie, on a vécu en fait des ruptures de stock, des tensions sur les masques à une époque. On a eu une tension sur les transports, donc avec tous les problèmes associés à cette partie-là. On a encore aujourd'hui les tensions sur les matières premières. On sort d'une pandémie où à un moment donné, les fournisseurs sont fragilisés, donc avec tous les risques que ça peut, entre guillemets, poser comme question. Et alors, du coup, on se dit, on va outiller, parce qu'en fait, on s'est aperçu que sans être outillé en termes d'achat, on a tout un tas de problèmes qui sont remontés à la surface. La question est de savoir, est-ce qu'on va prioriser toute cette notion aval, historiquement, le P2P, on était dans une notion d'exécution, demande d'achat, commande, réception, et puis suivi des engagements jusqu'à la facturation. Est-ce que, parce que justement on est achat et que c'est important d'avoir une maîtrise des fournisseurs, on va être dans une option de plutôt travailler sur la notion de sourcing, de la contractualisation, des consultations pour bien connaître les fournisseurs. L'objectif étant, et ça c'est commun à l'ensemble de la fonction achat et de tout le cycle, de traiter les risques, les datas, dont parlait Vincent notamment, où on sent bien que c'est important, et surtout quel plan d'action on va mener. Donc, quand on voit toutes ces briques-là qui s'entremêlent, on se dit, est-ce qu'on est plutôt sur l'amont et on va servir la fonction achat? Est-ce qu'on est plutôt en aval? Et en général, le P2P, il est dans les mains
de la finance, même si les achats effectivement sont là, parce qu'il y a cette notion de réconciliation de factures avec des engagements. Aujourd'hui, on est en train de parler de 2024 avec les objectifs de la facture électronique. On voit bien que ça, c'est dans les mains de la direction financière. Et finalement, nous, on voit depuis 2 ans, avec toute cette problématique de risque, l'arrivée d'une direction des risques, d'une direction des opérations, qui a besoin aussi d'outiller la connaissance de ses fournisseurs. Donc, à titre personnel, évidemment, quand on n'est pas dans un schéma où on répond et on est réactif à une problématique du marché, j'ai toujours tendance à dire il faut du P2P. Parce que si on n'a pas du P2P, si on n'est pas capable, quand on négocie des contrats, de les mettre à disposition des opérateurs, puis surtout de s'assurer que les demandeurs vont les utiliser, je me dis que ce n'est pas forcément très intéressant là-dessus. Maintenant, c'est peut-être pas forcément des avis si tranchés, parce que quand on fait le P2P, on sert beaucoup la finance, puisqu'on va être capable d'avoir les imputations, les suivis budgétaires, le suivi des engagements et les rapprochements facilités avec les factures, mais on n'est pas complètement, c'est pas complètement intéressant, hein, Vincent, c'est ta vision là-dessus, si effectivement on a un peu moins d'informations qui viennent d'avant. Voilà. Et alors, juste sur le slide précédent, ce qu'on peut se dire, c'est que les directions achats ont été mises à rude épreuve ces derniers mois, toutes les chaînes de valeur globalement, ce qui a forcé aussi les directions achats à un moment à repenser leurs sources, leurs conditions, leurs SLA, leur pricing et tout un tas de choses. Mais en tout cas, nous, ce qu'on observe actuellement, c'est que la crise a quand même mis en exergue le besoin des directions achats de s'outiller et pas de s'outiller pour se faire plaisir, mais justement, c'était parfois des discours qui n'arrivaient pas forcément à passer au niveau de leur board, au niveau de leur DAF. Et là, ça a montré que les achats, pour bien fonctionner, avaient besoin de données, avaient besoin de fiabilité. Et pour prendre les bonnes décisions et pour pouvoir les prendre rapidement, voilà, il faut des choses en amont, il faut des choses en aval. Et surtout, il faut que tout ça soit un peu aligné. Parce que tu parlais de la finance, le P2P, c'est aussi un outil d'opérationnel. Ce sont les opérationnels qui utilisent le P2P. C'est le bras armé de la politique achat pour vérifier si les contrats sont utilisés, si on a une bonne emprise, une bonne couverture. Mais globalement, c'est un vrai sujet d'alignement entre ce que va faire une fonction achat, comment va gérer ça, la finance de son côté et ce que vont faire les opérationnels. Le point de départ de l'alignement, justement. Le point de départ, voilà. Et du coup, sur cette conviction de est-ce qu'il faut mettre un P2P, alors oui, je ne peux pas dire l'idéal, mais c'est bien parce que le P2P va donner les éléments, va donner le grain à moudre pour tous les directeurs achats, pour tous les acheteurs, voir quels sont les fournisseurs, quels sont les contrats, quels sont les articles, quels sont les prix, ils sont appliqués, ils ne sont pas appliqués. Gérer aussi derrière certaines notions de risque. On va dériver gentiment vers toute la notion de délai de paiement, le devoir de vigilance et tout ce qu'il impose. Donc, c'est un vrai sujet. Néanmoins, là où je ne suis pas vraiment affirmatif, c'est qu'une direction des achats peut déjà travailler sur de la donnée ERP. Alors, c'est de la base facture, ce sont des imputations comptables. Il faut le retranscrire sur un langage achat. On a une segmentation, on n'en a pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée n'est pas de dire je mets forcément un P2P. L'outil P2P va être vu comme une contrainte souvent par les opérationnels. Donc, si on peut aussi leur proposer un peu de valeur avec des contrats, des fournisseurs, des conditions négociées, que l'on met ça dans le P2P, on n'est pas juste en train de leur demander d'arrêter de passer des coups de téléphone à leurs fournisseurs pour les faire dans un système qui, eux, jugent contraignant. Donc, voilà, il faut arriver à trouver la bonne proposition de valeur pour une direction des achats. Alors, ça va dépendre de son organisation, ça va dépendre de sa maturité. Mais si quand on déploie un P2P, on peut amener aux opérationnels des choses qu'on va plutôt gérer dans le SRM ou dans le source to contract, c'est autant de facteurs clés de succès pour la bonne adoption du P2P. La structuration de la data est importante. J'aime bien cette partie-là. Donc, tout le monde y contribue et tous les outils y contribuent. C'est toujours intéressant parce qu'effectivement, quand on est amené à mettre en place des plans d'action, que ce soit des plans d'action d'économie, que ce soit des plans d'action qualité, que ce soit des plans d'action sur les risques, c'est toujours intéressant d'avoir un point de départ et un point d'arrivée pour voir la progression. Ouais. Et cette notion de plan d'action qui ressort de plus en plus depuis quelques années, c'est assez surprenant parce que ça devrait être pour moi le point de départ, savoir où sont les enjeux, quels sont les budgets, qu'est-ce qu'on peut négocier, qu'est-ce qui est déjà sous contrat. Mais clairement, le plan d'action, c'est aussi structurer son activité achat, allouer les dossiers, allouer les ressources, aller en chercher quand on en a besoin, aller justifier de recrutement. Et c'est maintenant qu'on l'utilise, et tant mieux. Pour autant, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est clé et on devrait même parfois commencer par ça. Ok, donc on va construire cette vision. Alors, juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les diffuser au fur et à mesure. On y répondra dans notre échange. On a 30 minutes, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir balayer. Donc, du coup, de ton côté, en fait, alors quand on commence à parler effectivement de schéma directeur et puis de réflexion autour de c'est quoi les priorités, comment on va les construire,
Comment tu t'y prends, toi? Voilà, alors, c'est, enfin, il y a des recettes, hein, c'est pas de la magie. On commence par établir, alors c'est peut-être un peu pompeux de dire un diagnostic, mais en fait, on va écouter les gens. Et surtout, on commence par écouter toute la pyramide et le haut de la pyramide pour bien comprendre en fait les enjeux, tant pour la direction des achats, mais aussi au regard des enjeux des autres fonctions avec qui elle travaille et donc de l'entreprise. Et encore plus si on parle de P2P, c'est un vrai projet d'entreprise pour moi, il faut vraiment comprendre ce qu'attend le DAF, ce qu'attend le patron de la supply chain, ce qu'attend en gros les opérations, le DG. Et je parlais d'alignement tout à l'heure, et on est déjà sur ce niveau d'alignement. On a besoin de comprendre ce qui se joue, on a besoin de comprendre quels sont après, comment ça se décline d'un point de vue objectif achat, comment ça va se décliner derrière un processus, quel est le niveau de maturité par rapport à ces processus, quels sont aussi les outils qui sont utilisés ou pas. Et on va essayer d'aligner tout ça. Mais c'est beaucoup d'écoute, parce qu'on ne se fait pas plaisir en allant écouter les gens, mais on va, essayer de viser à créer ce que moi j'appelle le point zéro de la transformation, en faisant en sorte que tout le monde sache quel est le point de départ et partage ce point de départ. Parce que si déjà on se lance après ensuite sur des scénarios de transformation, mais que le point de départ n'est pas partagé, on risque d'avoir en phase projet des gros soucis, que ce soit technique ou que ce soit de transformation. Donc, ce que tu dis là, c'est le premier point en fait qui est important, c'est de dire que même si c'est un schéma directeur digital achat, ce n'est pas uniquement les achats qui sont embarqués, mais bien l'ensemble de l'entreprise qui doit, entre guillemets, donner sa vision. Ce n'est pas un projet SI, c'est un projet de transformation avec une dimension métier, une dimension RH, une dimension système d'information. Alors, selon qui porte le schéma directeur, on peut évidemment avoir des tendances, avoir des angles. C'est porté parfois par la direction des achats, qui a sa propre équipe MOA et SI achat ou pas, on verra ensuite. Ça peut être porté par une DSI qui a envie de faire de la rationalisation de son écosystème. Tout s'entend, mais à un moment, il faut qu'on puisse communiquer avec tout le monde pour que les choix soient faits au regard de l'intérêt commun et pas au regard d'intérêt d'une fonction, et surtout désynchronisé de ce qui se passe dans l'enjeu de l'entreprise à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Ça veut dire que quel que soit le public qui nous écoute, évidemment, est plutôt orienté sur la partie achat, responsable achat, directeur achat. Mais ça veut dire que potentiellement, ça peut être la DSI qui porte le sujet. Et dans tous les cas, même si que vous fassiez accompagner ou pas accompagner, c'est important d'avoir en tête que ce n'est pas juste un sujet qui vient du service achat pour porter, entre guillemets, l'outil, mais bien une interaction avec l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, c'était l'étape 1. On pose vraiment le cadre commun et puis ça permet aux gens de se benchmarker entre eux dans des groupes, entre fonctions, entre filiales. On pose un peu aussi quels sont les processus en vigueur, s'ils sont appliqués, pas bien appliqués, les outils, ce qui permet d'identifier les trous dans la raquette, le fait qu'il y ait trop d'outils pour gérer le même processus. Tu parlais de ERP tout à l'heure, c'est vrai qu'en général, très souvent, il y a un ERP, très souvent, mais pas toujours. Pas toujours. Parfois beaucoup de ERP. Et du coup, c'est le point de départ et parfois beaucoup de ERP. Et donc, effectivement, il faut avoir une vision effectivement de qu'est-ce qui est outillé aujourd'hui. Et ça paraît tout vite, l'ERP peut apporter de la valeur. Peut-être pas en profondeur, le même niveau de profondeur qu'on peut avoir avec les outils, mais en tout cas, c'est déjà un bon point de départ. C'est important de ne pas l'oublier. Voilà, c'est de l'info. Après, il y a tout le débat de est-ce que le P2P, par exemple, remplace des fonctionnalités de l'ERP, qui porte les référentiels maîtres. Mais là, voilà, il n'y a pas de certitude. En fait, il y a des convictions, mais il va falloir l'adapter à chaque groupe, à chaque contexte d'entreprise, petite ou grande, parce qu'il n'y a pas une seule vérité. Une fois qu'on a posé ce cadre commun, et nous, on le voit dans un exercice un peu collectif, donc on le restitue globalement, ça permet aux uns et aux autres de se benchmarker entre eux. Ensuite, on construit des scénarios de cible qui vont correspondre finalement, ni plus ni moins, qu'à des paliers de maturité. Il y a des contextes où le sponsor a le carnet de chèques et on peut peut-être tout faire d'un coup. Il y a des contextes où le contexte est plus tendu. Et on est plus souvent face à ces contextes qu'au premier que j'ai décrit. Donc, ça veut dire qu'il faut montrer quelle est la valeur de brancher tel système ou brancher tel autre système, tel module ou tel autre module, outiller tel besoin ou tel autre. Donc, c'est là, on rentre dans une logique de scénario et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en perspective la valeur du scénario par rapport à ce que ça peut apporter à l'entreprise et justement dans cette logique d'alignement, comment ça participe à créer, alors, je ne sais pas, plus de valeur, de l'optimisation, des meilleures relations. Tu parles de valeur, on parle souvent de ROI, on parlait de ça. Il y a cette notion de ROI, donc c'est un ROI sur la valeur et pas seulement uniquement sur les coûts. Enfin, on n'est pas obligatoirement pour parler de savings, ça c'est le premier point. Et je me souviens effectivement de cette notion de ROI, l'important c'est aussi que ce soit utilisé. Alors, ouais,
moi, j'ai une conviction sur le ROI, c'est que il en faut un, et de toute façon, c'est un peu le passage obligé à un moment pour faire valider le projet, surtout que quand on parle d'un P2P, on est sur des grosses enveloppes. Donc, il faut quand même aller montrer la valeur, aller montrer des gains, que ce soit des gains d'exécution, que ce soit des gains sur la visibilité qu'on va obtenir et qui va nous permettre derrière de mieux travailler le plan d'action achat, mieux allouer des ressources, donc apporter plus de valeur au business. Néanmoins, le vrai sujet du ROI, pour moi, c'est d'en faire un exercice collectif, parce que ça reste des hypothèses. Les projets sont ce qu'ils sont, ça dérive parfois. Donc, le ROI, il a une certaine valeur relative. Là où moi, j'invite mes clients à réfléchir, c'est plutôt sur l'adoption. Donc, post-choix, comment on garantit que l'outil va être utilisé. Moi, j'ai beaucoup de clients qui nous consultent, pas pour leur premier schéma, mais pour leur deuxième, parce qu'ils disent, voilà, on a déjà un outil, mais il n'est pas utilisé. Et là, tout le ROI, en fait, il tombe. Donc, le sujet, c'est plutôt de travailler sur quelle adoption. Et du coup, pour qu'il y ait adoption, il faut du change, bien sûr, mais il faut aussi que les paliers de transformation soient cohérents. Exactement. Alors, du coup, en termes d'exemple, en fait, l'idée, c'était d'avoir un exemple de comment ça peut se passer à un moment donné. On se dit qu'à un moment donné, une direction achat, quand elle a une vision, elle la décline par rapport à sa direction générale. Et alors, du coup, tout ce qui est lié, en fait, par rapport à nos projets, c'est la notion de sponsorship. Si, en fait, on se dit que la direction d'achat décline la vision de la direction générale, quelque part, on sait que le sponsorship sera fort, parce qu'en fait, il y aura un engagement à parler de projet d'entreprise, donc je pense que c'est important. Comment ça s'exprime, du coup, là-dessus? Parce que moi, très souvent, j'ai des clients qui viennent me voir, on leur fait des démos, et puis on est sur la présentation des différents modules. Et puis, il va y avoir un choix, entre guillemets, de ces modules-là. Le problème qu'on a, c'est que quand le client il pense pouvoir acheter 3-4 modules, et qu'il n'a pas forcément de priorisation dans sa tête, ou en tout cas, il ne sait plus pourquoi, en fait, il a choisi ces 4 modules, c'est compliqué quand on vient à des notions d'arbitrage. On sait que la solution achat, l'idée, c'est d'être dans un standard. On parle beaucoup de se dire qu'il faut faire converger les process vers un standard de la solution et pas de créer du spécifique. Le fait de faire cette démarche-là, ça permet de prioriser, je pense, quelque part. Exactement. Comme tu le dis, on arrive souvent dans des contextes où donc les clients ont déjà rencontré les éditeurs, à la limite, ça c'est simple. Mais nous, on n'a pas une approche par module ou par fonctionnalité ici. On va partir de l'ambition. Et là, on a pris un exemple d'un schéma directeur qu'on a pu faire il y a une certaine époque. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, quelle est votre ambition en tant que direction des achats par rapport à un projet d'entreprise? Et on va le décliner. Comment ça se traduit en termes d'objectifs métiers, en termes de leviers? C'est les objectifs, ces leviers, comment ils se traduisent en termes de processus et derrière en termes de besoins fonctionnels. Et c'est là aussi qu'on travaille avec les équipes pour faire émerger ces besoins. Cette phase, elle est importante dans la phase d'écoute, c'est que parfois, il y a une vision un peu fantasmée de là où on doit arriver, de la part des clients, des directeurs des achats, comme de la part des utilisateurs, qui veulent tout un tas de fonctionnalités. Et puis finalement, quand on travaille sur leurs besoins et à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir dans leur journée, on peut partir sur une toute autre direction. Et c'est en ça que je dis, voilà, de mettre ça en exergue. Donc, ça permet aussi à un moment d'aligner tout le monde et finalement de se dire, voilà, tel module ou tel contrat ne va pas pouvoir être prioritaire parce que quand on regarde ce que vous avez exprimé, ce n'est pas ce qui ressent ou ce n'est pas ce qui répond à vos besoins ou à vos enjeux. Et une fois qu'on a ces processus, une fois qu'on a ces besoins décrits, alors on peut passer à la couche système d'info et se dire, OK, est-ce que c'est un outil ou plusieurs outils? C'est qu'il peut y avoir un débat entre une full suite et du best-of-breed, et puis la réponse n'est pas ou l'un ou l'autre, à mon avis. Et puis après, au sein même de ces outils, il y a plusieurs modules, il y a plusieurs briques. Donc voilà, quel est le puzzle que l'on peut faire, aussi au regard de nos contraintes SI, de nos capacités à gérer des interfaces ou pas. Donc voilà, et c'est là qu'on arrive plutôt, pour moi, sur vraiment la couche outil où les éditeurs, et je pense que ça vous donne aussi une meilleure lisibilité une fois que vous avez les besoins, de dire c'est ça le bon module. Meilleure lisibilité complètement, déjà quand on répond à l'appel d'offres. Donc, je peux effectivement insister auprès des clients qui soient accompagnés ou pas accompagnés, hein, en tout cas qu'ils aient cette réflexion-là, parce que ça permet de comprendre le contexte. Le contexte est beaucoup plus clair quand on a fait ces réflexions-là. C'est important de se dire qu'est-ce qui va être prioritaire par rapport à ce qui ne le sera pas. On peut très bien imaginer que vous avez un carnet de chèques pour pouvoir vous prendre 5 modules, mais quelque part, dans votre stratégie, il y en a 3 qui sont plus importants. Ça sera d'autant plus important quand on fera le projet. Parce que quand on va devoir arbitrer sur des choix, parce que régulièrement on est confronté en fait à des points pas bloquants, mais en tout cas des points qu'il faut exprimer, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision quand on sait effectivement là où il faut mettre la valeur, sur tel sujet si c'est un référentiel fournisseur, sur tel autre si on parle de demand plan, là, donc la collecte des besoins, et bien tout ça effectivement ça facilitera. Et donc si vous êtes clair avec vous-même, ça sera d'autant plus simple d'être clair avec nous. Donc ça je
je peux que insister. Du coup, on voit bien la valeur que ça peut apporter, mais finalement, on a des gens qui nous écoutent, il y a toute taille d'entreprise, entre guillemets, toute société capable, entre guillemets, de se faire accompagner ou pas. Et du coup, en termes de recettes, c'est important. L'apport, en fait, d'une AMOA, alors moi, en tant qu'éditeur, évidemment, c'est très utile parce qu'en fait, moi, je pilote un projet. Je pilote un projet de solution. Je ne pilote pas les ressources du client pour le mener. Donc, forcément, c'est important l'apport de l'AMOA. Mais comme, en fait, on est dans la phase amont, là, l'apport de l'AMOA dans cette phase-là, quand on construit le schéma directeur, est-ce que tu peux nous en dire finalement plus? Alors, je peux en dire un peu plus. Et les participants vont me taxer d'être un peu parti pris, et ils auront peut-être raison, je ne peux pas leur enlever. Mais notre rôle, en fait, c'est voilà, le rôle classique, ça va être proposer du benchmark. Voilà, on connaît les éditeurs, on les rencontre, on a besoin de savoir ce qu'ils font, on a besoin de savoir surtout ce qu'ils vont faire, quel est leur roadmap de développement de produits, justement pour se dire, aujourd'hui, peut-être que tel besoin n'est pas couvert, mais il le sera demain. Du coup, dans nos benchmarks, on regarde parce que dans les repos qu'on va produire, un jour ou l'autre, on peut dire Oxalis propose cette valeur alors qu'il ne la proposait pas peut-être il y a quelques années. C'est le cas du plan d'action que vous avez lancé. Donc voilà, du benchmark, du retour d'expérience, des ABAC également. On sait à un moment dire pour tel type de projet, il faut tant de ressources, il faut tant de moyens. On sait vous aider à prioriser. Mais après, je ne suis pas sur une approche dogmatique. La MOA est strictement nécessaire. Il y a des clients qui sont très bien équipés, qui ont des équipes, qui ont dans leurs équipes des anciens consultants, qui ont des gens qui ne sont pas anciens consultants, mais qui sont quand même très pertinents, qui connaissent leur marché, qui connaissent leurs besoins. Nous, là, on peut avoir de la valeur, c'est pour rafraîchir un peu le contexte pour les gens qui connaissent déjà et leur amener ces éléments de benchmark. Et puis, c'est aussi pour les gens qui peut-être n'ont pas le temps ou qui ont un autre métier à côté, où on peut arriver parfois à leur amener du plus et puis à leur permettre de continuer leur courant parce qu'ils sont incentivés sur leur relation avec les fournisseurs, les risques qu'ils encadrent, les savings qu'ils produisent. Faire un schéma directeur, comprendre les besoins, c'est en plus, ce n'est pas leur métier. Donc, on peut être un facteur d'accélération tout en essayant de proposer une trajectoire qui va être juste. Donc, on peut vraiment confier effectivement aux consultants l'intégralité en fait, de cette réflexion-là. Après, de toute façon, vous êtes en tant que client partie prenante parce qu'évidemment, il va y avoir des interactions entre le consultant et puis les métiers et pas seulement la direction des achats comme on le disait tout à l'heure. Un peu moins de moyens ou staffé en interne, parce que c'est important aussi, il y a cette notion de moyens, mais toujours penser que le travail doit être fait. Donc, si ce n'est pas un AMOA, il y a quelqu'un qui doit le faire dans la société. Donc, ça, je pense que c'est important. Et ce n'est pas forcément dans les mains de l'éditeur. Donc, ayez ça en tête parce qu'il peut y avoir un fantasme où, à un moment donné, on se dit que c'est l'éditeur qui va porter certains sujets. C'est à vous de faire avancer vos sujets en interne. Donc, le consultant, dans ces cas-là, peut être challengeant à différents moments de cette construction de roadmap et puis du projet derrière. Et puis, à un moment donné, l'autonomie complète. Enfin, il y a aussi des sociétés qui ont des directions de la transfo ou qui ont quelqu'un qui est très… ça dépend du périmètre. Il y a différentes tailles d'entreprise. Même quand on est dans une structure un peu plus petite, il faut quand même faire ce travail-là dans une moindre mesure. Et donc, cette réflexion-là, il faut l'avoir et portée à minima par quelqu'un au sein de l'entreprise. Mais pour illustrer, on discutait il y a 2-3 semaines avec un prospect, du coup, pour son schéma directeur, il avait des soucis d'arbitrage budgétaire. Alors, nous, on a l'habitude de faire des approches un peu sur mesure. Je sais pas, j'arrive pas et disant, de toute façon, moi, je dois tout faire, sinon, je peux pas faire. Non, c'est pas vrai, ça. À un moment, on sait qu'il y a des contraintes, il y a des compétences également. Donc, on va aussi rentrer dans une logique à la carte et typiquement relire une grille d'expression de besoin qui a été faite par le client et les équipes du client, et parce qu'ils en ont fait aussi un sujet collaboratif, voilà, il y avait une démarche d'engagement qui visait, donc sans impliquer forcément une loi, c'est très bien, mais on peut arriver juste sur peut-être le challenge de leur livrable pour dire, voilà, par rapport à ce qui se fait sur le marché, par rapport à ce que le marché peut vous apporter, vous pouvez pousser sur ce besoin, vous pouvez aller plus loin, ou au contraire, là, vous imaginez quelque chose qui ne se fera pas avec les éditeurs disponibles, ou qui va ne se faire peut-être qu'avec un seul éditeur. Et du coup, ça va fermer votre consultation. Donc, on est aussi là, peut-être sur quelque chose de plus en mode cherry picking, de la prestation d'appoint avec voilà, un apport de valeur, de la connaissance de ce qui se fait, et puis des recos, là, ce qu'on illustre, c'est cette trajectoire, les paliers entre comment, d'un point de vue achat, je couvre de mieux en mieux et de plus en plus, mais aussi
quels sont les modules que je mets en place pour y parvenir. Donc, on est là pour aiguiller là-dessus. Et moi, c'est mon rôle, en tout cas, je le conçois comme ça, d'arriver à dire à mes clients, parfois, vous voulez aller trop vite, ou vous voulez aller trop loin et vous n'êtes pas prêt. Alors, ce n'est pas les réunions les plus faciles, mais ça fait partie de mon rôle à un moment, peut-être de réduire les attentes et de mieux les structurer et d'avoir une approche peut-être plus progressive. Alors, sur une démarche comme ça, et d'ailleurs, quand tu fais un témoignage avec Oxalis, tu n'as pas peur de te faire taxer d'Oxalis Oriented? Alors, non, parce que je joue ma crédibilité en fait chez les clients. Donc, si à un moment je vais voir un client et je lui dis c'est Oxalis, et que ça se passe mal derrière, j'ai un souci. Donc, moi, j'ai besoin de connaître Oxalis et j'ai besoin de savoir ce que Oxalis propose à ses clients, quelle est leur proposition de valeur. J'écarterai Oxalis sur certains deals parce que voilà, la taille d'entreprise, la maturité de l'entreprise ou tout simplement le niveau d'outillage ne correspond pas. Et au contraire, sur d'autres contextes, ça peut être une très bonne alternative. Mais voilà, moi, il y a plusieurs gammes d'éditeurs. Tous n'ont pas les mêmes propositions de valeur, tous n'ont pas les mêmes tarifications. Je te rejoins sur cette partie-là. C'est vrai qu'on a beaucoup, nous, on est souvent des primo-accédants de la solution. Enfin, en gros, c'est la première fois qu'ils s'outillent. Et on accompagne dans les sociétés de moindre taille beaucoup de clients qui ont besoin de s'outiller parce qu'on a les premières briques qui sont intéressantes. Et effectivement, Oxalis est identifié sur le marché comme ça. Comme je dis souvent, et on le dit en fait de manière générale sur les achats, il faut être l'éditeur cible de son client cible comme on doit être le fournisseur cible de son client cible pour que justement ça se passe bien. Je pense que c'est important. En termes de... Alors, s'il fallait en retenir, parce que là, on arrive à la fin de notre échange, si on devait se dire ce qu'il faut retenir. Voilà, en 3 points, moi, c'est ma conviction. Je n'ai pas de schéma directeur qui sont sur étagère, prêts en fonction de la taille d'une entreprise, de sa maturité. Vous avez, chaque entreprise a des enjeux. Qu'on parle d'une PME ou d'une ETI ou d'un grand groupe qui est sur son premier SIHA ou sur le 3e. Donc voilà, il y a des contextes qui sont différents, il y a des maturités qui sont différentes. Et après, il y a aussi des visées qui sont différentes. Et notre rôle, c'est bien de trouver en fait la bonne adéquation. Alors, je reviens encore sur le point de départ, c'est l'alignement. Il ne s'agit pas de pousser les fonctionnalités ou pousser les besoins d'un point de vue achat si le reste de l'entreprise n'est pas prêt non plus. Ça, c'est le premier point. Après, on vient d'en parler, accompagner, c'est mieux, enfin de mon point de vue, mais ce n'est pas un must-have. En revanche, il faut faire cette étape de schéma directeur parce que c'est aussi là que l'on prépare la transformation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette phase d'écoute, c'est aussi pour écouter les résistances. C'est aussi comprendre pourquoi, dans 3 mois, dans 6 mois, une fois que l'outil va démarrer ou qu'on va être en phase de conception ou de déploiement, pourquoi ça ne va pas prendre. Et c'est bien là qu'il faut écouter parce que ça peut quand même, alors il y a des râleurs, mais il y a aussi des gens qui ont une vraie valeur, qui ont des choses à dire et ça peut permettre de préparer les messages et donc préparer sa transformation pour la réussir. Et après, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, l'éditeur a un job, le consultant a un job, on n'a pas nécessairement le même. On a des rôles différents, à des stades différents du projet. Alors après, on peut bosser ensemble sur piloter le projet, accompagner le change autour du projet. Mais voilà, les sujets de priorisation, d'impact, de choix sont en général plutôt chez nous. Et les sujets d'expertise, de delivery sont plutôt chez toi. Tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, les 3 points effectivement sont valables. Vu de l'éditeur, c'est important. Les gens sont alignés, donc c'est beaucoup plus simple. Sont embarqués au bon moment, ça permet de commencer des projets entre guillemets où les gens qui arrivent, ils savent pourquoi ils sont là. Et donc ça, c'est important d'embarquer ces personnes qui seront demain chargées des projets dans la solution. La notion de complémentarité. Effectivement, on n'est pas à faire la promotion d'Axis à ce moment-là. Par contre, c'est important d'être accompagné si vous n'avez pas les moyens. Ne sous-estimez pas, entre guillemets, l'organisation que vous devez avoir quand vous travaillez dans cette phase de schéma directeur et ça vous servira pour après. Ne sous-estimez pas cette partie-là parce que le risque, c'est de la bâcler et d'arriver finalement avec des cahiers des charges qui ne seraient pas complètement finis et optimales. Donc, effectivement, l'accompagnement, on comprend l'accompagnement d'une AMOA, c'est intéressant. Moi, j'avoue que je milite, quelle que soit la MOA, mais je milite en tout cas pour qu'il y ait une personne vraiment identifiée dans le projet. Parce qu'en fait, j'ai quand même des clients, on fait régulièrement des retours d'expérience avec les clients qui disent « Ah, si on avait su, on aurait pris une AMOA ». Donc, plutôt que de se dire 6 mois plus tard « Ah, bah si on avait su, on aurait pris une AMOA », je vous invite à bien penser le sujet, éventuellement à étaler dans le temps de manière un peu plus importante s'il le faut pour pouvoir vous payer, entre guillemets, ce support-là, ou avoir une personne en interne dédiée sur cette partie-là et se dire « C'est un investissement à ce moment-là ». Et ce qui peut faire gagner du temps aussi dans les étapes, parce que ce que vous allez peut-être, vous, réussir à produire en 4 mois,
certes, on est un coût, mais on peut aussi peut-être le faire en 2 mois. Et derrière, c'est un ROI qui commence plus tôt. Voilà. Gardez à l'esprit que la roadmap n'est pas qu'une affaire de la direction d'achat, c'était aussi le dernier, la conclusion que je voulais faire, on l'a dit, mais je pense que c'est super important d'embarquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et comme il faut clôturer, puisqu'on nous l'indique, on rend l'antenne. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés et à votre disposition, effectivement, si vous souhaitez approfondir certains points, que ce soit côté éditeur ou côté consultif. C'est ça. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à tous les deux et encore merci à Oxalis.